L'Italie. Rien que le nom évoque des images de beauté éternelle. Le Colisée, la tour de Pise, les collines de Toscane, les voitures de sport rouges qui font rêver le monde entier, et une qualité de vie que beaucoup nous envient, la Dolce Vita. C'est la troisième économie de la zone euro, c'est la 8e puissance économique mondiale, un géant industriel qui a transformé un pays de paysans en une puissance du G7 en l'espace d'une génération. Mais derrière cette carte postale, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Une réalité que les économistes observent avec effroi depuis 30 ans. L'Italie ne grandit plus. L'Italie est à l'arrêt. Regardez les chiffres. Depuis l'introduction de l'euro à la fin des années 90, le PIB réel par habitant de l'Italie a à peine bougé, alors que celui de ses voisins, la France et l'Allemagne, a continué de grimper. C'est un cas unique dans l'histoire économique moderne. Un pays développé qui cesse de croître, non pas à cause d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, mais à cause d'une lente asphyxie structurelle. On entend souvent dire « c'est la faute de l'Europe » ou bien « c'est la faute de la corruption ». Mais la vérité est bien plus complexe. La vérité est enracinée dans l'histoire même du succès italien. Ce qui a fait la richesse de l'Italie au XXe siècle est devenu son poison au XXIe siècle. Nous allons explorer une thèse économique fascinante et troublante, celle de la malédiction de la lire. Comment l'habitude de la monnaie faible, de la dette facile et de la dévaluation compétitive a drogué l'économie italienne pendant 40 ans. Et comment, le jour où cette drogue a été retirée avec l'arrivée de l'euro, le patient s'est retrouvé en état de choc, incapable de marcher seul. Bienvenue dans l'histoire économique la plus tragique de l'Europe moderne. Bienvenue dans l'énigme italienne. Pour comprendre pourquoi la machine est cassée aujourd'hui, il faut se rappeler à quel point elle était puissante hier. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie est un champ de ruines. Le pays est pauvre, essentiellement agricole, et le Sud est dans une misère profonde. Pourtant, entre 1950 et 1970, l'Italie va vivre ce que l'on appelle « il miracolo economico », le miracle économique. C'est une époque frénétique. Le pays se reconstruit à une vitesse stupéfiante. Le nord de l'Italie, le fameux triangle industriel Milan-Turin-Gênes, devient l'usine de l'Europe. Des entreprises comme Fiat, Olivetti, Pirelli conquièrent le monde. L'Italie invente le design moderne, la machine à écrire portable, la petite voiture citadine abordable. À cette époque, la croissance italienne dépasse souvent celle de l'Allemagne de l'Ouest. Le pays s'urbanise. Les paysans du Mezzogiorno, le sud, montent vers le nord pour travailler dans les usines. Le niveau de vie explose. Sur quoi reposait ce miracle ? Sur 2 piliers fondamentaux. Premièrement, une main-d'œuvre abondante et bon marché, venant des campagnes. Deuxièmement, un État entrepreneur puissant. L'IRI, l'Institut de reconstruction industrielle, est un holding d'État immense qui gère tout, des autoroutes à la sidérurgie. L'État construit les infrastructures, l'État finance les usines. Mais il y avait un 3e pilier, plus subtil, qui allait devenir une addiction, la politique monétaire. Dans ces années de forte croissance, l'Italie commence à développer une structure économique très particulière, dominée non pas par des multinationales géantes, à part quelques exceptions comme Fiat, mais par des millions de petites et moyennes entreprises. Alors, ces PME sont flexibles, créatives, familiales. Elles forment les districts industriels spécialisés, le cuir en Toscane, la céramique en Émilie-Romagne, la lunetterie en Vénétie. Ce modèle fonctionne à merveille tant que le monde a besoin de produits de consommation de base et de qualité moyenne. Mais dans les années 70, le monde change. Les chocs pétroliers arrivent, l'inflation s'envole partout. Et c'est là que l'Italie fait un choix fatidique, un choix qui va sceller son destin pour les décennies à venir. Nous sommes dans les années 70 et 80. L'économie mondiale se durcit, la concurrence internationale s'intensifie. Normalement, pour qu'un pays reste compétitif, il doit améliorer sa productivité. Cela signifie produire mieux, plus vite, ou avec plus de technologie pour justifier ses prix. L'Allemagne a choisi cette voie, investir dans les machines, dans la formation, dans la qualité haut de gamme. L'Italie, elle, a choisi une autre voie, la voie de la facilité monétaire. C'est ici qu'entre en scène la fameuse lire italienne. Pendant des décennies, la stratégie non dite mais systématique du gouvernement et de la Banque d'Italie a été la dévaluation compétitive. Comment cela fonctionnait-il ? C'est très simple et redoutablement efficace à court terme. Imaginez que vous êtes un fabricant de chaussures italien. Vos coûts augmentent parce que les syndicats demandent des hausses de salaire. Vos chaussures deviennent plus chères que les chaussures allemandes ou françaises. Vous n'arrivez plus à les vendre à l'étranger. Vous devriez faire faillite ou investir pour automatiser votre usine. Mais l'État italien a une solution magique. Il dévalue la lire. Du jour au lendemain, la lire perd 10% ou 20% de sa valeur face aux marques allemandes ou au dollar. Miracle,
Pour un acheteur américain ou allemand, vos chaussures italiennes deviennent soudainement 20% moins chères, sans que vous ayez eu à changer quoi que ce soit dans votre usine. Vos exportations repartent en flèche. Les touristes affluent parce que l'Italie devient une destination bon marché. L'économie tourne à plein régime. C'était le cycle de la lyre. L'Italie laissait l'inflation monter. Les prix et les salaires augmentaient à l'intérieur du pays, ce qui rendait l'industrie non compétitive. Puis, boum, une dévaluation remettait les compteurs à zéro et redonnait de l'oxygène aux exportateurs. C'était une drogue douce et agréable. Pourquoi ? Parce qu'elle permettait d'éviter les réformes douloureuses. Pourquoi se fatiguer à investir dans la recherche et développement coûteuse ? Pourquoi se battre pour rendre l'administration plus efficace ? Pourquoi moderniser le système éducatif ? Il suffisait d'attendre la prochaine dévaluation. La monnaie faible agissait comme un masque, cachant les rides et les défauts structurels de l'économie italienne. La dévaluation a un prix, et ce prix, c'est l'inflation. Dans les années 70 et 80, l'Italie vivait avec une inflation à 2 chiffres. En 1980, elle frôlait les 22%. Pour protéger les travailleurs de cette hausse des prix, l'Italie avait mis en place un système unique au monde, la Scala Mobile, l'échelle mobile des salaires. C'était un mécanisme automatique. Si les prix augmentaient de 10%, les salaires augmentaient automatiquement de 10%. Cela partait d'une bonne intention sociale. Mais économiquement, c'était une machine infernale. Cela créait une spirale prix-salaire sans fin. Les entreprises augmentèrent leurs prix pour payer les salaires, ce qui faisait monter l'inflation, ce qui faisait monter les salaires. Pour casser cette spirale, il fallait dévaluer encore plus la monnaie. C'était un chien qui se mordait la queue. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'était la dette publique. Pour maintenir la paix sociale dans un pays politiquement très instable, rappelons que l'Italie changeait de gouvernement presque tous les ans, l'État dépensait sans compter. On a créé un système de retraite ultra généreux, les fameuses baby pensions, où certains fonctionnaires pouvaient partir à la retraite après seulement 14 ans, 6 mois et 1 jour de travail. On a multiplié les emplois publics dans le Sud pour acheter la paix sociale et masquer le chômage. On a subventionné des industries en perte de vitesse. Comment finançait-on tout cela ? Par la dette. Dans les années 80, la dette publique italienne a explosé. Elle est passée d'environ 60% du PIB au début de la décennie à plus de 100% au début des années 90. L'État empruntait à des taux d'intérêt astronomiques, parfois plus de 10% ou 12% par an, pour financer ses dépenses courantes. Les ménages italiens achetaient ces bons du trésor, les BOT et BTP, qui rapportaient énormément. Cela créait une illusion de richesse privée. Les Italiens se sentaient riches parce que l'État leur versait des intérêts colossaux, avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. C'était une pyramide de Ponzi étatique. L'État s'endettait pour payer les intérêts de la dette précédente, tout en comptant sur l'inflation pour manger la valeur réelle de cette dette. Tant que la lyre pouvait être dévaluée, le système tenait en équilibre instable. L'inflation tuait la dette et la dévaluation relançait la machine exportatrice. Avant de passer au choc de l'euro, il faut bien comprendre la psychologie économique qui s'est installée durant cette période. C'est crucial. Le problème de l'Italie n'est pas seulement technique, il est culturel. Pendant 2 générations, les entrepreneurs italiens ont appris une leçon simple. Pas besoin de grandir, pas besoin de structurer, pas besoin de révolutionner. L'État nous sauvera avec la monnaie. Cela a favorisé un tissu économique de très petites entreprises, nanismo, le nanisme industriel. Pourquoi grandir ? Si vous restez petit, moins de 15 employés, vous échappez aux régulations du travail les plus strictes. Vous pouvez faire du noir, économie souterraine, plus facilement. Et vous comptez sur la flexibilité de la lyre pour exporter. L'Italie est devenue le royaume des micro-entreprises familiales. C'est magnifique humainement, c'est ce qui fait le charme de l'Italie. Mais dans une économie globalisée qui demande des capitaux massifs pour la R&D et la digitalisation, c'est une faiblesse mortelle. Quand les années 90 arrivent, l'Italie est un colosse aux pieds d'argile. Elle a une dette publique insoutenable, une inflation chronique, une corruption politique qui va éclater avec le scandale main propre en 1992. En 1992, une attaque spéculative massive force la lyre à sortir du système monétaire européen. La lyre s'effondre de 30%. C'est le dernier fixe de drogue. Mais les dirigeants italiens comprennent que c'est la fin. Ils font alors un choix historique. Ils décident de faire le grand saut vers l'euro. Ils pensent que l'euro sera le remède qui forcera l'Italie à devenir vertueuse. Ils avaient raison sur la stabilité. Mais ils avaient sous-estimé l'effet de sevrage. En retirant la lyre, ils n'ont pas seulement retiré l'inflation. Ils ont retiré le seul mécanisme qui permettait à l'économie italienne, telle qu'elle était construite, de respirer. 1er janvier 2002, l'Italie dit addio à la lyre et benvenuto à l'euro. C'était un moment d'euphorie nationale.
Fini l'inflation à 2 chiffres, fini l'humiliation des dévaluations. Sur le papier, c'était une victoire éclatante. Les premières années de l'euro ont ressemblé à une lune de miel. Les taux d'intérêt sur la dette italienne ont chuté de manière spectaculaire. C'était le dividende de l'euro. Mais cette bénédiction cachait une malédiction. Qu'a fait l'Italie de cet argent économisé? A-t-elle investi? Non. L'Italie a utilisé cet oxygène financier pour ne rien changer. Pendant ce temps, le monde ne dormait pas. La Chine entrait dans l'OMC en 2001, inondant le monde de produits à bas coût. L'euro n'a pas tué l'économie italienne, il l'a mise à nu. Sans le brouillard de l'inflation et de la dévaluation, tout le monde a soudain vu la réalité. La productivité italienne était à l'arrêt. Si vous devez retenir un seul mot pour expliquer le drame italien, c'est celui-ci. La productivité. La productivité, c'est la quantité de richesse créée par heure de travail. Entre 2000 et 2019, la productivité en Allemagne a augmenté d'environ 15 à 20%. En France, d'environ 10 à 15%. En Italie, 0%. C'est un phénomène stupéfiant. Pourquoi ce encéphalogramme plat? Avec une monnaie unique, vous ne pouvez plus tricher. Si votre productivité n'augmente pas, mais que vos salaires continuent d'augmenter, vos coûts explosent. Entre 2000 et 2010, le coût de production d'une pièce mécanique en Italie a augmenté de 30% par rapport à la même pièce produite en Allemagne. Dans l'ancien monde, l'Italie aurait dévalué. Avec l'euro, c'est impossible. Résultat, les produits italiens sont devenus trop chers. Pas assez innovants pour justifier le prix fort et trop chers pour concurrencer la Chine. Le nanisme industriel est devenu le boulet de l'Italie. Les entreprises italiennes de plus de 250 employés sont aussi productives que leurs homologues allemandes. Le problème, c'est qu'elles sont trop peu nombreuses. L'immense majorité de l'économie est constituée de micro-entreprises improductives. Mais la productivité ne dépend pas que des usines. Elle dépend de l'environnement dans lequel elles opèrent. Et en Italie, cet environnement est devenu toxique pour les affaires. Les économistes italiens utilisent une expression imagée « l'acci et l'acciuoli », les liens et les petits pneus. Cela désigne l'enchevêtrement cauchemardesque de la bureaucratie. Parlons d'un chiffre qui fait fuir tous les investisseurs étrangers. 8 ans. C'est la durée moyenne dans les années 2000 pour qu'un procès civil arrive à son terme définitif en Italie. Imaginez, vous êtes une entreprise étrangère, vous signez un contrat avec un fournisseur italien, il ne vous livre pas. Vous devez attendre 8 ans pour récupérer votre argent. Conclusion, vous n'investissez pas en Italie. Les investissements directs étrangers en Italie sont ridicules par rapport à la taille de son économie. À cela s'ajoute une administration publique pléthorique et inefficace. Il faut des dizaines de permis pour ouvrir un magasin, pour rénover un entrepôt. Cette complexité favorise la petite corruption quotidienne. Le coup de pouce, l'ami de l'ami. Tout cela a un coût économique caché énorme. C'est du sable dans le moteur. On ne peut pas parler de l'économie italienne sans aborder la blessure originelle, celle qui ne guérit jamais, la fracture nord-sud. L'Italie est un pays dual. Si vous prenez la Lombardie, vous avez l'une des régions les plus riches d'Europe. Le taux de chômage y est de faible. Si vous prenez la Sicile ou la Campanie, vous êtes dans un autre monde. Le PIB par habitant y est 2 fois plus faible. Le taux de chômage des jeunes y frôle les 40 ou 50%. Pendant des décennies, l'État italien a déversé des centaines de milliards d'euros pour tenter de développer le Sud. Le résultat est un échec cuisant. Car oui, il faut nommer le problème. Les mafias. D'un point de vue purement économique, la mafia est un désastre. Elle étouffe la libre concurrence, elle rackette les entreprises mixennes, elle décourage l'investissement. La 'Ndrangheta, mafia calabraise, est devenue l'une des organisations criminelles les plus riches du monde, mais elle a laissé sa région, la Calabre, dans un sous-développement chronique. Cette fracture nord-sud pèse sur toute l'économie nationale. Le Nord doit transférer fiscalement environ 50 à 60 milliards d'euros par an vers le Sud. L'euro a aggravé cette fracture. Aujourd'hui, le Sud a besoin d'une monnaie faible, et le Nord a besoin d'une monnaie forte. Ils ont la même monnaie, qui est trop forte pour Naples, et peut-être un peu trop faible pour Milan. C'est un mariage malheureux où personne ne trouve son compte, mais où le divorce est impossible. Face à ce blocage, manque de croissance, gérontocratie, chômage, la jeunesse italienne a pris la seule décision rationnelle possible, partir. C'est le phénomène le plus triste de ces 20 dernières années. La fuga dei cervelli, la fuite des cerveaux. L'Italie forme d'excellents ingénieurs, médecins, chercheurs. Mais l'économie italienne est incapable de les absorber et de les payer correctement. Un ingénieur débutant à Milan gagnera 1 500 € par mois. À Munich, à 3 heures de vol, il en gagnera 3 000. Pourquoi rester dans un pays où l'avancement se fait à l'ancienneté et aux relations, plutôt qu'au mérite?
Chaque année, l'Italie perd l'équivalent d'une ville moyenne de jeunes diplômés. C'est une perte sèche colossale. L'État italien dépense des milliards pour éduquer ses enfants, pour qu'ils aillent ensuite créer de la richesse en Allemagne ou aux États-Unis. Et qui restent? Les personnes âgées et les moins qualifiées. Nous avons laissé l'Italie en 2010, fragile et stagnante. Mais le véritable tremblement de terre allait frapper à l'été 2011. C'est le moment où un mot technique est devenu le sujet de conversation de toutes les grand-mères italiennes, le spread. Le spread, c'est l'écart de taux d'intérêt entre l'Italie et l'Allemagne. C'est le thermomètre de la peur. En 2011, les investisseurs ont regardé la dette massive de l'Italie et sa croissance nulle. Ils ont pris peur. Les taux d'intérêt ont explosé, dépassant les 7%. À ce niveau, l'État italien ne pouvait plus payer ses factures. La faillite n'était plus une théorie, c'était une question de semaines. Sous la pression, le gouvernement Berlusconi tombe. Il est remplacé par un gouvernement technique qui impose une austérité brutale. L'État a été sauvé, mais le patient a failli mourir du remède. La demande intérieure s'est effondrée. L'Italie a plongé dans une récession profonde. Aujourd'hui, après la crise de 2011 et le Covid-19, où en est la dette ? Elle est devenue une montagne vertigineuse. L'Italie porte une dette publique d'environ 140% de son PIB. Chaque année, l'État italien doit payer entre 60 et 80 milliards d'euros, rien qu'en intérêts. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est un transfert de richesse permanent des contribuables actifs et des jeunes vers les rentiers qui détiennent la dette. Heureusement, une grande partie de cette dette est détenue par les Italiens eux-mêmes. C'est la grande force cachée du pays. L'État est pauvre, mais les citoyens sont riches. Mais cela crée un lien pervers entre l'État et les banques italiennes. Si l'État coule, les banques coulent avec lui, et l'épargne des Italiens part en fumée. Et avec la hausse des taux d'intérêt mondiaux, cette dette devient une bombe à retardement. La dette est un problème financier. Les problèmes financiers peuvent se résoudre. Mais il y a un problème que l'on ne peut pas résoudre avec un trait de plume. C'est la biologie. C'est la menace existentielle ultime pour l'Italie. L'hiver démographique. L'Italie est en train de disparaître, littéralement. Le taux de fécondité est tombé à environ 1,2 enfants par femme. En 2023, il y a eu moins de 400 000 naissances en Italie. C'est le chiffre le plus bas depuis l'unification de l'Italie en 1861. En parallèle, il y a eu 700 000 décès. L'Italie perd l'équivalent d'une ville moyenne chaque année. L'Italie est le pays le plus vieux d'Europe et le deuxième plus vieux du monde après le Japon. Bientôt, il y aura plus de retraités inactifs que de travailleurs actifs. C'est une équation économique impossible. Le système de retraite italien absorbe déjà plus de 16% du PIB. Cela ne laisse aucune marge de manœuvre pour investir dans la jeunesse. C'est un cercle vicieux parfait. Les jeunes ne font pas d'enfants car ils n'ont pas d'argent. Donc la population vieillit, donc l'État taxe les jeunes pour payer les retraites. Donc ils ont encore moins d'argent. Les conséquences sont visibles partout. Des milliers de villages sont à vendre pour 1 euro parce que plus personne ne veut y vivre. Une économie sans démographie est une économie sans demande. Qui achètera les nouvelles maisons ? Les personnes de 80 ans consomment très peu. Y a-t-il un espoir ? Paradoxalement, la crise du Covid-19 a offert une dernière chance historique à l'Italie. L'Union européenne a lancé un plan de relance massif, le Next Generation EU. L'Italie en est le principal bénéficiaire, avec près de 200 milliards d'euros. C'est le plan Marshall du XXIe siècle. L'objectif est clair, digitaliser, faire la transition énergétique, désenclaver le Sud. Mais le défi est l'exécution. La bureaucratie italienne est tellement lourde que les projets s'enlisent souvent. C'est une course contre la montre. De plus, l'Italie conserve des atouts formidables. C'est une superpuissance manufacturière dans le luxe, la robotique, la construction navale. Le Made in Italy est une marque inestimable. Il y a une excellence italienne qui survit malgré l'État. Alors, pourquoi l'Italie ne grandit-elle pas ? C'est l'accumulation de 40 ans de choix faciles. La malédiction de la lire, c'était l'illusion que l'on pouvait devenir riche en dévaluant sa monnaie. L'entrée dans l'euro a brisé ces illusions et a montré un pays vieillissant et bureaucratique. L'Italie est aujourd'hui à la croisée des chemins. Scénario 1, le déclin lent. L'Italie devient un immense musée sublime pour le monde, habité par des retraités. Scénario 2, le sursaut. L'Italie utilise l'argent de l'Europe pour enfin briser ses chaînes bureaucratiques et libérer l'énergie de sa jeunesse. L'histoire de l'Italie nous concerne tous. Ce que vit l'Italie aujourd'hui, vieillissement, dette, stagnation, c'est peut-être ce que vivra le reste de l'Europe demain. L'Italie est belle, mais la beauté ne suffit pas à payer les dettes. La Dolce Vita a un prix, et l'heure de l'addition a sonné. Merci d'avoir regardé cette enquête. Pour comprendre les mécanismes cachés de l'économie mondiale, abonnez-vous. À bientôt.